Donc Cécile Le Prado s'intéresse à la composition dans l'espace, au paysage sonore et aux multiples espaces d'écoute. Et elle propose également l'idée de promeneur écoutant. Donc elle rencontre successivement différents centres de création musicale comme l'INA-GRM, l'IRCAM ou encore Césarée, qui la conduisent peu à peu à la prise en compte de la spatialisation du son comme paramètre d'écriture musicale. Elle produit également des installations sonores qui mêlent étroitement l'enregistrement du son réel et sa transformation technologique. Elle collabore avec de nombreux réalisateurs et chorégraphes. Je vous laisse... D'accord, bonjour. Donc merci beaucoup pour cette invitation. Donc ce que vous avez à l'écran, je suis donc maître de conférences associé au Conservatoire des Arts et Métiers et à ce titre, un des entre guillemets départements et en particulier un master s'occupe de jeux vidéo pour lequel donc je suis chargée de l'encadrement de la partie conception sonore. Le laboratoire qui s'appelle le Cédric a différentes antennes et l'une est liée à tout ce qui est médias, interactivité, mobilité. À l'intérieur de ça, une sous-branche qui s'appelle ILJ et donc l'endroit où je travaille avec mes collaborateurs avec différents aspects, pas seulement les jeux, un aspect muséal aussi. Alors, j'ai choisi, d'abord avant ça rejoint ce qui a été dit il n'y a pas longtemps, mais il y a des points communs et qui me poursuivent, ou que je poursuis sans doute les deux, qui est le travail sur la mémoire des lieux, des espaces. Donc ça peut être des espaces très urbains, des espaces complètement dans la nature, où je fais des enregistrements. Ça amène un travail sur la cartographie, donc c'est un travail qui est aussi qui prend en compte la marche, le déplacement dans un espace. Le land art y est assez important. Et j'aime bien retourner pour faire les installations sur les sites d'où je suis partie. Un autre point important est le rapport au public et les conditions d'écoute. Donc ça peut être le temps, mais ça peut être aussi l'espace, les deux mêlés, et avec une notion d'immersion aussi importante. Donc évidemment, un certain choix de dispositifs. Alors, les deux premières pièces que je vais vous citer sont des pièces qui ne sont pas à vocation d'être pérennes. Elles ont fait l'objet d'une commande. L'une était dans le parc de la Villette, à l'occasion des parcours sonores. Elle est assez ancienne. Donc je vous décris le contexte. Il s'agit d'un jardin qui est en espalier, qui est ouvert au public, qui est pas très loin du périph', et qui est... avec des petits espaliers dans lesquels il y a des éléments lumineux pour la nuit, et ce qui nous a permis d'utiliser cet espace pour mettre des haut-parleurs. Donc cet espace-là, c'est un espace pour lequel l'auditeur, l'écoutant, le promeneur écoutant peut entrer et sortir exactement comme il veut. Il va peut-être percevoir qu'un tiers ou un dixième de la proposition, mais c'est un choix complètement assumé. Un autre choix assumé, c'est la balance qui est évolutive en fonction du temps de la journée, à savoir le climat, mais aussi les variations des bruits ambiants, des sons ambiants. Alors, je ne vous fais pas écouter d'extrait pour cette pièce-là. Dans cette pièce-là, ce qui est intéressant, c'est que vous ne pouvez pas refaire cette pièce-là ailleurs. C'est-à-dire c'est le lieu qui a donné les contenus. Évidemment, je peux les extraire, mais la restitution spatiale, la coloration qu'il y a à l'intérieur de l'espace, elle est propre au lieu. Donc, elle n'a pas de sens, il n'y a pas de sens à la refaire quelque part ailleurs. Donc, elle meurt de sa belle mort, entre guillemets, à la fin de l'exposition. Le triangle d'incertitude est un cas un peu différent. Lui, il a vocation à être reproduit à des endroits différents. Ce qui a eu lieu, en gros, la création a eu lieu en 1996 à la Pointe Saint-Mathieu. Donc, c'est une abbaye qui est, pour ceux qui connaissent, à côté de Brest. Et vous êtes vraiment les pieds dans l'eau, enfin les oreilles dans le vent et vraiment au bord de la mer. Donc cette abbaye n'a pas de toit et pas de fenêtre. Donc il y a un mélange permanent, c'est un peu la même chose que pour le passeur, avec les sons qui sont proposés et le site dans lequel on l'a installé.
De la même manière, vous pouvez décider d'y rester, de l'écouter plusieurs fois, de ressortir, etc. Moi, je n'ai aucune garantie que vous aurez suivi la dramaturgie, et cette pièce n'est pas faite pour ça non plus. La différence avec l'autre, c'est qu'elle est basée sur un système. Donc, cette pièce a été créée avec le spatialisateur de l'IRCAM. Donc, elle possède, contrairement à l'autre, un endroit de position d'écoute du prince, c'est-à-dire que la position centrale est celle qui est la meilleure à l'intérieur d'un cercle de haut-parleurs. Donc quand vous reproduisez cette pièce, je pense à 2 sites en particulier, l'un qui est devant la grande halle de la Villette. L'espace était plus grand, donc on a élargi la zone centrale d'écoute, mais la qualité spatiale, si vous voulez, est reproduite à la condition, bien évidemment, que vous ayez un dispositif de haut-parleurs identique et avec un positionnement excessivement précis. Il a été monté pour Ars Technica sur un bateau, donc avec cette fois-ci un cercle un petit peu plus restreint. Alors, maintenant, une pièce qui s'appelle Vocatif, qui a eu 2 vies. Et grâce à l'exposition dont on a un peu parlé ce matin, qui s'appelle Des histoires d'art et d'interactivité, commissaire Anne Olga, Stéphane Natkin, Jean-Marie Dallet. Donc l'histoire est celle-ci. La première fois où la pièce a vécu, elle a été dans un contexte qui était un contexte physique, c'est-à-dire c'est une boîte qui est construite, qui fait environ, je dirais, 4 à 5 mètres de long et 2-3 mètres de large. Elle est dans la pénombre. C'est un espace où on est invité à passer au travers de la chicane. L'intérieur, vous êtes dans la pénombre. Tout au fond, vous avez une liste de prénoms et un dispositif technique qui se résume en une rangée de haut-parleurs et une rangée de capteurs de l'autre côté. Alors, avant de retourner vers la technique, la commande était très précise, donc c'est une commande à vocation aussi non pérenne, même si on en a fait donc une deuxième, on lui a donné une deuxième vie après. Les contraintes étaient de travailler sur la mémoire et d'avoir une pièce interactive. Donc, cette pièce est faite à partir d'un travail sur une liste de prénoms qui vient de l'UNHCR et qui concerne des enfants qui étaient déplacés au moment des premiers événements en ex-Yougoslavie. Donc la composition musicale est basée là-dessus. Donc, il y a 2 ans, donc, vient cette possibilité de donner une deuxième vie à Vocatif dans l'idée de reproduire tant que faire se peut avec la technologie qu'il y avait. Moi, ce n'était pas tant la technologie qui coinçait, c'était plutôt qu'il fallait construire un espace qui était quand même assez important, avec les contraintes du musée qui est quand même déjà très occupé. Et aussi que, comme vous le savez, à partir du moment où vous mettez une installation sonore, il y a les aléas du son que vous produisez pour l'extérieur et ceux que vous recevez à l'intérieur. Donc pour toutes ces raisons-là, on a combiné la présence d'un étudiant qui est coréen et qui était avec nous au laboratoire. Et il est arrivé au moment où on commençait à penser cette installation-là. Donc on en a fait 2 versions, une qui est en réalité augmentée. Donc l'objectif, je vais vous décrire ce qui se passait dans la pièce initiale. Quand vous êtes au début de cette petite cellule, vous avez un son qui est très clair. Plus vous avancez, plus le taux de réverb augmente. Mais par contre, plus vous avancez, vous avez une visualisation qui est importante. Donc vous ne pouvez pas avoir les 2. Donc on a reconstruit donc sur la tablette une progression, mais cette fois-ci en gardant le déplacement physique, mais par contre une écoute au casque, pour lequel vous avez un QR code qui s'appelle Aïda, qui est l'un des prénoms. Et donc vous vous déplacez plus ou moins proche vers ce QR code-là, qui correspond à la liste sur votre tablette. Et le retour acoustique est celui que vous aviez exactement dans la proposition initiale. La deuxième, je crois que vous reconnaissez la personne qui est au casque, la deuxième, c'était effectivement de cette fois-ci, on enlève tout rapport physique réel pour être complètement plongé dans un univers fermé. Donc,
la liste que vous avez vue. Je vais vous faire entendre un court extrait des petites séquences. Alors, là, elles n'ont aucun effet de réverbération. Ce sont les séquences, entre guillemets, sèches. Savarak katikatak biabaya. Bakal, Zlomislić, Kadrić, Kičera, Erić, Habul, Omerović, Tanovski, Ribić, Smajlović, Đuljević, Dačić. Alors, je vais vous montrer donc le travail que l'on a fait. C'est un travail que je considère comme une esquisse. Et c'était la chance, effectivement, d'avoir à la fois cet étudiant qui était là et le fait qu'on avait cet objectif d'exposition. Donc, ce que vous voyez là, c'est les deux yeux qui sont la scène Oculus que vous voyez entière quand vous êtes dessous. Vous voyez, on a refait physiquement le décor. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est la fenêtre où était accroché le QR code. Et donc, on a remappé l'espace physique de la salle où l'on était pour faire effectivement une simulation. C'est fait avec le moteur qui est Unity, moteur de jeu. Et donc, je vais vous l'envoyer. Donc, tant que vous n'êtes pas face à cette fenêtre et que vous n'avancez pas à l'intérieur, vous restez dans un univers qui est complètement sec. Donc on va le laisser évoluer. Donc, dès qu'on va rentrer face à la liste, vous allez avoir l'évolution de montée en réverb.
Alors, les deux exemples suivants sont des œuvres qui avaient vocation à être pérennes. Donc, l'une d'elles est à 1% artistique, ce qui est assez rare avec du son, qui était dans un IUT à Niort. Donc, le dispositif était assez simple. La qualité de l'image n'est pas des meilleures, mais je pense que vous allez comprendre. Il y a dans le jardin 4 petits haut-parleurs, qui sont des haut-parleurs vraiment de jardin, très simples, qui entourent une table, qui est un espace pour que les étudiants puissent pouvoir s'asseoir, s'allonger, etc. Donc la pièce est tout simplement, elle est dans le silence en permanence, à moins qu'on ait détecté la présence de quelqu'un autour de cette table. Donc, techniquement très simple, un capteur, plusieurs capteurs, mais pas très compliqués. Et en fait, cette pièce, elle s'est arrêtée au bout de quelques mois pour des raisons de maintenance. Donc, elle était normalement pérenne et achetée, mais celle-ci, il ne reste plus que la table et pas le son. L'autre, elle est dans les collections du FRAC Champagne-Ardenne. Donc, c'est un travail collectif avec Emmanuel Huynh, qui est chorégraphe, Nicolas Flo, qui est plasticien. Et donc, il s'agit d'un dispositif qui a des contraintes de remonstration qui sont les suivantes. Il faut trouver un lieu pour lequel vous pouvez avoir 3 strates proposées à vos écoutants. C'est-à-dire, la première, vous êtes à la hauteur des chaussures, entre guillemets, c'est-à-dire vous êtes complètement en dehors et vous entendez masquer ce qui se passe à l'intérieur de l'espace de diffusion. Vous pouvez éventuellement rentrer, mais rester à l'extérieur de l'objet de diffusion, et puis vous asseoir sur la table et ensuite rentrer à l'intérieur. Donc, ceci représente cela. Donc, vous avez un espace creux et un dispositif à 8 canaux de haut-parleurs tout autour. Donc, pour remontrer cette pièce, les contraintes que l'on a sont d'être dans un espace qui est dans le noir, il y a une fiche technique qui est excessivement détaillée, et puis un dispositif d'écoute qui respecte ce cahier des charges. Alors, plus récemment, une pièce qui est aussi pérenne, enfin qui devrait l'être. Le Famistère de Guise se situe un petit peu en dessous de Lille. C'est un lieu d'utopie qui a été fondé par Jean-Baptiste Gaudin. Donc c'est l'époque utopie fouriériste. C'est un lieu qui est chargé d'histoire et pour lequel le conservateur a décidé, je vais vous montrer voilà, ça c'est la cour intérieure. Donc c'est un lieu qui était habité et qui a muté, et ça c'est très intéressant, il a muté de sa vocation première vers une vocation muséale et aussi de monstration artistique, etc. Donc, dans cette pièce, il y a ce qu'on appelle une cour sonore. Donc, pour ceux qui connaissent Manuel Poletti et Jean-Christophe Desnoux, c'est eux qui ont conçu le dispositif. En très simple, le sous-sol comporte 52 trous d'aération qui servaient réellement pour le bâtiment et qui donc maintenant sont 52 haut-parleurs plus des caissons de basse qui sont tout autour. Et donc l'idée du conservateur, c'est que cette cour soit un objet, un instrument musical, un organe musical réverbérant et qui soit proposé à des compositeurs de venir faire des pièces. Donc c'est très intéressant. Vous avez un espace immense, vous avez 7 secondes de réverbération, ce qui est quand même assez important. Et puis surtout, là, cette fois-ci, c'est le lieu qui donne sa contrainte. C'est-à-dire que c'est un instrument de musique. Il a la contrainte d'une diffusion par le sol. On n'a rien à hauteur d'oreille ni au-dessus. Et par ailleurs, il y a une préparation, une configuration qui a été faite par Jean-Christophe Emmanuel, qui sont des chorégraphies qui sont préparées. Donc, ce sont des comportements spatiaux et temporels du son, qui fait une bibliothèque, si vous voulez, dans laquelle vous pouvez les piocher. Donc, cette pièce est en action. Elle a une durée de vie qui est... elle est là tous les jours, à des heures bien particulières, et plus les autres compositions viendront compléter cette collection-là, plus vous aurez un mélange dans le temps de la journée de différents univers, puisqu'il y a aussi des parties aléatoires dans le tirage.
un petit exemple. Alors, la captation, je vous ai dit, il y a 7 secondes dans le lieu là. Donc, ce que vous entendez là n'est évidemment pas ce qu'on entend exactement sur place, mais on a fait une première captation pour une restitution sur 2 haut-parleurs. Je la brèche un petit peu. Donc, si vous avez l'occasion, je vous encourage à aller vraiment écouter ce lieu qui est vraiment assez extraordinaire. Alors, je voudrais maintenant... donc, je vous ai parlé de jeu un peu tout à l'heure. Et c'est vrai que à partir déjà un choix personnel d'accepter que les pièces puissent être écoutées, pas dans la totalité, qu'elles puissent être altérées par des éléments extérieurs, le cheminement qui m'amène aux recherches actuelles a été très influencé par les jeux et par ce rapport à l'interactivité et notamment l'écriture sur les cartes. Alors, pour vous résumer un peu l'évolution, c'est que il y a pour moi 3 choses qui sont assez importantes, qui vont former un petit triangle après, qui sont la personne qui conçoit, qui peut être le compositeur, le designer, ce que vous voulez, la personne qui reçoit, qui peut être l'écoutant, et puis le dispositif qui pourrait correspondre au système. Donc, en prenant cette triangulation-là, on a différentes modalités possibles. Donc, l'interacteur, on ne sait pas ce qu'il va faire. On peut essayer de le guider, on peut faire des scénarios scriptés. Le système peut être muni d'un dispositif de perception, avoir une certaine autonomie. Et quant au concepteur, ça concerne nos choix esthétiques et comment est-ce qu'on ouvre les portes et jusqu'à quel point on accepte cette notion d'œuvre ouverte, alors qu'elle soit dans le temps, dans l'espace, dans les contenus, etc. Donc, ça a donné lieu à un petit triangle où vous n'avez pas tous les numéros expliqués, mais en bref, à un moment donné de la recherche, j'ai essayé de voir des pièces qui n'étaient pas forcément uniquement avec du son ou de la musique, mais qui avaient des partis pris assez précis d'une part, leur reproductibilité, de leur autonomie, et justement de la manière dont le concepteur se positionnait vis-à-vis de ça. Donc je vais commencer par les choses que je connais le mieux, c'est-à-dire les 4 pièces qui sont là. Je n'ai pas parlé de Listen Lisboa, mais c'est une pièce pour laquelle on se déplace physiquement dans un espace dans lequel j'avais commencé à laisser un peu de liberté. Et je me suis aperçue que petit à petit, et allant jusqu'à maintenant, mon envie était justement de cette histoire soit d'altération, soit de disparition totale, qui n'est pas encore arrivée, mais je pense que ça arrivera à un moment. Une pièce que vous connaissez, je suppose, c'est une pièce de Mireille Mal qui s'appelle Corroy, qui est une pièce qui est entièrement autonome, une pièce générative. Donc le système, dans ce cas-là, on lui a laissé... Évidemment, il y a quelqu'un qui le conçoit, mais il y a une autonomie tout à fait large. Et donc, la reproduction, la répétition va forcément être un peu différente à chaque fois.
Une autre pièce qui se rapproche des jeux vidéo, qui est Façade, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. Non, c'est pas exactement un jeu, c'est plutôt une expérience interactive avec un couple virtuel, et qui donc a un moteur de narration interactive qui est derrière, qui en fonction de la manière dont on communique, on écrit en fait, va changer son comportement. Donc tout ça, ça m'a amené à, et je vais terminer là-dessus, voilà, à faire, d'une part, aller me servir des outils de jeux vidéo, et puis à penser que je pourrais aller jusqu'à, là c'est la version scriptée que je vais vous faire entendre, et envisager une version pour laquelle les personnages non joueurs auraient une autonomie de comportement vis-à-vis du joueur. Donc la version très simple du listener, donc normalement il y a du son, voilà. Donc, en gros, vous avez une manette de jeu dans les mains, vous êtes libre de vos déplacements dans l'espace, il n'est pas complètement ouvert, et en fonction des comportements que vous avez, vous allez faire révéler certains personnages et faire sortir certains bâtiments de la ville. Donc, ceci est un montage. Non, je vais m'arrêter là. Alors, pour terminer, je travaille aussi avec l'université de Cologne, où il y a depuis 2 ans, dans le cadre d'un bachelor, un enseignement à Cologne Game Lab pour les jeux, dont je m'occupe de la partie sound design. Donc, cette année, nous avons, donc, au moment d'un colloque qui s'appelle Clash of Reality, un panel, nous avons un summit qui concerne l'audio, en particulier création artistique pour les jeux. Et à l'intérieur de ce panel, je pense qu'il y a des gens, pour les gens qui connaissent un petit peu le domaine des jeux, vous avez, donc je suis co-commissaire avec Marcus Herbeux, qui est aussi professeur à l'université. Et donc, parmi les gens qui sont invités, donc, je pense que pour les écrits, vous connaissez Karen Collins, Mark Grinso, et puis aussi évidemment le designer et compositeur de Limbo et de Inside. Donc je vous invite à venir nous rejoindre si vous en avez l'occasion. Merci pour votre attention.